Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Hot Track, votre émission Formule 1 sport mécanique. On est en direct sur YouTube, sur Twitch, sur la plateforme TV Monaco pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance des sports méca de la Formule 1, pour vous faire revivre ce premier GP de la saison, parce que oui, ça y est, enfin, la Formule 1 a repris, on a vécu ce premier Grand Prix et on va pouvoir en discuter aujourd'hui avec Marianne Allais. Salut Marianne, comment ça va? Salut Mathieu, ça va super et toi? Très bien, un peu fatigué. Oui, on est un peu tous. Évidemment, Melbourne, c'est pas à côté, donc il a fallu se réveiller un peu la nuit, mais ravi de pouvoir débriefer ce magnifique Grand Prix. Oui, et il s'est passé beaucoup de choses, donc on va avoir de quoi parler. Et puis ça y est, la saison est enfin lancée. Et est-ce qu'il s'est levé la nuit, Seb Delaney? Moi, ça va, 9h, j'ai regardé le replay. Vous êtes... Marianne, t'as dit 6h. Voilà, 6h, j'ai attaqué, moi. Moi, je dis bravo au soldat Mathieu qui était réveillé à 5h du mat pour réveillé regarder. à 4h30 pour être prêt pour le départ. 4h. Oui, pardon, j'ai essayé de te gruger une demi-heure, je m'excuse. Faire monter la pression. Ouais, quand même. On salue tout le monde, peut-être sur le chat, tous ceux qui nous ont déjà rejoints, notamment, je vois Maximus qui nous a mis un petit cœur, le premier arrivé sur ce chat aujourd'hui, Justine qui nous dit salut à tous. Écoutez, venez nombreux, réagissez avec nous pendant cette émission, on vous fera participer avec des thématiques, on vous posera des questions, n'hésitez pas à intervenir avec nous, on vous fera de la place dans cette émission. Bon, on va pouvoir y aller. Avant de dérouler le programme, ça vous a plu ce petit GP ce week-end ? Très rapidement, brièvement. Brièvement, moi je suis mitigée. Contente mais mitigée. Contente mais mitigée. Seb ? La première partie... Aïe. Il a fait un peu à la nourrice, hein. Je sais pas trop quoi dire. Tellement content de retrouver la F1, la petite routine du week-end et tout, mais la course en elle-même, je trouve que la première partie était vraiment géniale, mais après ça a fait un petit peu peur quand même pour le futur. Donc mitigé, c'était une très bonne réponse. Ouais, je pense que c'est un peu le constat de beaucoup de monde. On va donc vous dérouler le programme d'aujourd'hui au sommaire. On va donc évidemment revenir sur ce premier Grand Prix, la nouvelle réglementation. Ça y est, on a vu ces Formule 1 en course. Il y a eu du spectacle. La FIA nous avait promis du spectacle. Il y a eu du spectacle. Mais est-ce que... on a vraiment vu de la Formule 1. C'est la question qu'on va se poser quand même aujourd'hui. On va revenir sur cette domination de Mercedes sur tout le week-end. Est-ce que Mercedes est déjà trop fort? Est-ce que Mercedes s'envole presque déjà vers le titre après le premier Grand Prix? Oui, c'est un peu tôt pour se poser la question, mais on va quand même se la poser. On va revenir évidemment sur Ferrari, sur Charles Leclerc qui a quand même tenu tête à George Russell, et puis sur cette stratégie qui a laissé Mercedes devant Ferrari. À qui la faute? On pose la question sur le plateau, mais on vous pose la question aussi à vous. On y reviendra tout à l'heure. Un petit mot aussi sur Racing Bull. Ce sera un petit peu notre unpopular opinion aujourd'hui, puisque on a beaucoup parlé dans ce milieu de tableau d'Alpine, de Haas, de Audi, qui allait jouer cette bataille du milieu. Mais est-ce que finalement Racing Bull ne serait pas l'équipe surprise de cette saison? On va vous donner des arguments pour, parce qu'ils nous ont réalisé un sacré week-end du côté de Melbourne. Et puis on terminera avec le Paddock Pass, avec le Paddock Zone. On va s'intéresser à d'autres sports mécaniques tout au long de la saison. L'IndyCar a repris. C'était la deuxième épreuve le week-end dernier du côté de Phoenix. On vous donnera les résultats, les enjeux de la saison. On vous présentera un petit peu cette nouvelle saison. Voilà, on en parlera longuement en fin d'émission. On va commencer tout de suite donc avec ce Grand Prix d'Australie. La FIA nous avait promis du spectacle, les amis. Et j'aimerais qu'on s'arrête tout de suite sur une première infographie, puisque entre le Grand Prix d'Australie l'année dernière, le Grand Prix de cette saison, on a vu énormément de changements, notamment du côté des dépassements. 45 dépassements en 2025, 120 en 2026. Voilà, on a été entendu, le public a été entendu, les fans ont été entendus. On a eu des dépassements, mais il y a toujours ce petit mais. Et j'ai l'impression que malgré le spectacle qu'on a vu, parce qu'on a quand même vu un petit peu de spectacle, il y a un petit mais qui traîne. Un gros mais, beaucoup de dépassements, beaucoup d'actions, du show, puisque c'est ce que tout le monde voulait, mais moi je me suis un petit peu crue sur une course de Mario Kart. J'avance, je me double, notamment entre Russell et Charles Leclerc sur le début. Est-ce que ce sont des vrais dépassements aussi? Parce qu'en fait, on sait que certains se laissent doubler pour l'énergie, donc ouais, c'est des pilotes de stratège, faut pas que ça soit ça sur toutes les courses. Donc c'était bizarre. Après,
point positif, parce qu'il faut toujours garder un point positif de ce qui se passe. Est-ce qu'on va avoir plus de dépassements à Monaco, puisque au niveau statistique, sur Monaco, on est entre une moyenne de 4 à 20 dépassements sur les 10 dernières années. Donc, est-ce que du coup, cette année, on va arriver à, comme fait la Formule I, puisqu'ils ont rajouté ce boost sur les F1, à arriver à une centaine de dépassements à Monaco? Pourquoi pas, mais ça va faire bizarre quand même. Seb, Une centaine, ça serait beaucoup quand même. Ouais. La question C'est ce que fait la Formule I. J'ai beaucoup regardé ce qui se disait sur les réseaux, les différents intervenants, même anciens pilotes. Est-ce qu'on a vraiment vu de la Formule 1? Bah, c'est vrai que c'est le genre de stats que met en avant la Formule I, le nombre de dépassements. Et c'est bien, mais on ne peut pas résumer une course au nombre de dépassements. Et alors, moi, perso, je trouve que ça aurait pu être bien pire. Parce que j'avais un peu peur que vraiment que ce soit le Grand Prix où Russell parte devant, qu'il y a zéro action, et que là, ce soit vraiment effrayant pour le futur de la F1. Donc, il y a eu cette première partie de course qui était quand même géniale. Faut revenir là-dessus, ce départ, ces premiers dépassements. Oui, c'est différent, faut s'adapter. Je pense que c'est un peu trop tôt, en tout cas, pour moi, de vraiment voir si j'aime ou pas ces nouvelles réglementations. Est-ce que c'est le pilote toujours qui est le plus important et qui va vraiment pouvoir faire la différence en termes de ses qualités de pilote pur, ou est-ce que maintenant c'est le meilleur gestionnaire de puissance électrique qui va finir par être devant? Donc, est-ce que c'est tes qualités de pilote ou de gestion qui sont le plus important? Ça, je ne sais pas encore. Mais c'est toujours en début de régulation comme ça, il y a toujours une période où il faut s'adapter. Il faut laisser sa chance au produit. Exactement. Donc la première course, déjà, ça aurait pu être pire. C'est toujours comme ça au début des nouvelles réglementations. Donc il faut laisser aussi un petit peu le temps pour tout le monde, pour que tout le monde s'adapte et puisse donner la meilleure opportunité à ces nouvelles voitures. Ça aurait pu être pire, quand même, je pense. Mais il y a quand même quelque chose qui a enchanté tout le monde, c'est ce départ, ce fameux départ. Alors, qui a été magnifique aux avant-postes, puisqu'on a vu on y revient tout à l'heure, Charles Leclerc, ça a été incroyable, cette remontée direct dans la première ligne droite. Il part de la 4e place au premier virage, il est premier. Et cette bataille avec George Russell, mais il a failli y avoir de gros incidents. On pense notamment à Liam Lawson et Franco Colapinto, avec un bon gros coup de volant hallucinant. Réflexe. Ah, mais c'était incroyable. Très mal terminé. Très mal et on aurait pu avoir un drapeau rouge d'entrée de jeu. Mais voilà, c'est aussi ça, les nouveaux moteurs. Va falloir apprendre à appréhender. Et on pense forcément aussi à Oscar Piastri. Ah oui, tout à fait. Oscar Piastri, tour de formation. Normalement, c'est des tours où tout se passe bien. C'est rare qu'il y ait des incidents. C'est déjà arrivé par le passé, mais c'est rare. Et un Oscar Piastri qui perd complètement la voiture. Alors, c'est ce qu'on expliquait. Les moteurs, le fait qu'il y ait 50-50, on le sait que sur un véhicule électrique, à peine on appuie, c'est des avions de chasse. Ça part tout de suite. Il est sur le vibreur. Il n'a pas la stabilité. On sait que sur les vibreurs, en plus de ça, ça glisse un petit peu plus. Il la perd totalement. Elle part. Et je pense qu'en fait, il faut qu'ils s'adaptent, les pilotes. Il leur faut un temps d'adaptation pour gérer justement cette énergie. Et je pense qu'en fait, il a agi comme l'an dernier, sauf que là, le moteur électrique a entraîné un petit peu plus. Et forcément, la voiture décroche, tape le mur. Forcément, on a aussi appris qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement au niveau des pièces. Donc, pas de réparation, abandon tout de suite. Oui, il y a eu quand même beaucoup de choses un petit peu chaotiques sur ce premier GP. Et le pauvre chez lui, avec toute sa famille, tous ses amis qui doivent être là. Ses fans, ils l'attendaient tous. C'est le drame. Mais là, c'est la pire situation. Première Ah course, donc il faut te remettre en confiance. Après, Adjar, l'année dernière, a eu une situation similaire. C'est aussi pour Isaac Adjar. C'était son premier Grand Prix avec Red Bull. Il avait la pression. Verstappen qui partait de loin, il était 3e. Et lui aussi. Dans les 10 premiers tours. Ouais. C'est ça. Premier tour, il l'a senti de toute façon. Il a entendu le bruit et... Ouais, exactement. Non, mais et aussi, je disais que Adjar a eu une situation similaire en Australie l'année dernière, quand lui est sorti sur le tour de formation. Et bon, il a réussi à revenir. Ça n'a pas trop affecté sa confiance. Donc, il faut espérer que ça va être pareil parce que Piastri a quand même pas eu une super fin de saison l'année dernière, surtout comparé à son coéquipier Norris, qui devient champion. Ensuite, maintenant, il commence la saison chez lui en se mettant dans le mur avant même le début du Grand Prix. Donc, il faut espérer qu'il va pouvoir rebondir de ça très vite. Mais ça a été un début de course. Il s'est passé plein de choses avant même la fin du premier tour, quoi. N'hésitez pas sur le chat à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier Grand Prix de la saison. Est-ce que les nouvelles voitures vous plaisent? Est-ce que ce que vous avez vu vous enthousiasme
ou non. N'hésitez pas à nous le dire, c'est important voilà, aussi d'avoir le ressenti du public face à ces nouvelles voitures en course. En tout cas, moi, ça a été une agréable surprise, comme tu le disais, c'est sur les premiers tours, parce que forcément, il y a cette bataille. Mais c'est vrai qu'après, bon, ça s'est un petit peu tassé, il s'est passé un peu moins de choses, mais comme on l'a souvent, d'ailleurs, en Formule 1, il y a des adeptes et des non-adeptes des nouvelles voitures, y compris chez les pilotes. On l'a vu, moi, j'aimerais qu'on revienne, on parlait d'Oscar Piastri. Il y a évidemment McLaren qui ne fait pas des très très bons débuts, les champions en titre et constructeurs et pilotes. Lando Norris, qui il y a quelques semaines faisait la morale un petit peu à Max Verstappen qui se plaignait des nouvelles voitures en lui disant si t'es pas content, tu peux aller ailleurs, il n'y a pas de souci, on fera sans toi, mais bon voilà, faut s'adapter aux nouvelles réglementations. Et qui bizarrement ce week-end, quand il gagne pas, se plaint des nouvelles voitures. Ouais. Et il a dit au micro de Canal+ après le Grand Prix, en fait, Canal+ vient le voir et il tourne la tête vers son attaché de presse, il dit mais attends, je dois dire quoi là par rapport aux nouvelles voitures ? Ah oui, c'était incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'attends avec impatience le prochain Grand Prix. Ouais, ironique, bien sûr. Ouais. Mais c'est drôle parce que, comme tu dis, quand il est devant, tout se passe bien. Et là, maintenant qu'il se retrouve dans la 4e meilleure voiture, il est plus content. Il a envie d'être devant et il commence à se plaindre de plus en plus de ces nouvelles monoplaces. Ça ne doit pas être facile pour lui aussi. Tu passes d'être champion du monde, d'avoir vraiment la meilleure voiture, à maintenant voir les autres partir devant toi. Mentalement, ça ne doit pas être facile aussi. Est-ce que c'est ce qu'on va avoir le droit toute la saison, Marianne, en Formule 1 ? Des plaintes, des satisfaits. On a commencé un premier Grand Prix où ça a été un petit peu des pleurnicheuses. Voilà. Donc à ce niveau, je trouve que c'est pas le bon exemple à donner pour les jeunes pilotes qui sont en karting, et on le voit que justement les jeunes pilotes qui arrivent malgré tout regardent leur idole. Les pilotes de F1 sont des modèles, et c'est vrai qu'on se rend compte que un petit peu plus bas dans les catégories, certains font pareil, je pleurniche, je vais me plaindre, et voilà, il faudrait que les pilotes se recentrent et aujourd'hui se remettent aussi en question. C'est-à-dire que c'est pas toujours la faute aux voitures, c'est pas toujours la faute aux mécanos, c'est pas la faute au staff. Il faut aussi se remettre en question de peut-être que là non, et peut-être travailler peut-être un peu plus avec le staff aussi. Voilà, on le sait tous cette année, tout le monde repartait d'une page blanche, donc il faut travailler en équipe, il faut travailler main dans la main, et c'est vrai que moi j'ai été super déçue de Lando Norris. On le voit, en fait, il arrive en mode mais vraiment dépité, la grosse déception. Et forcément, on le sait qu'ils ne peuvent pas non plus dire n'importe quoi sous peine de sanctions. Oui, mais regarde, Max Verstappen, il suit sa ligne de conduite depuis le début. Il critique, il a toujours critiqué, il continue de critiquer. Tout à fait. Et c'est vrai que là, il s'est retourné en effet vers son attaché de presse, vraiment la mimique. Je dis quoi et c'était même ironique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Et puis après, il a dit oui, ça s'est mal passé, on n'est pas dedans. Et en effet, je trouve que McLaren n'est pas du tout dedans. Tu as raison, c'est ce changement de speech qui donne d'être au début, c'est pas grave, c'est les régulations, on peut rien y faire. Et maintenant, Verstappen a toujours été de cette manière. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il vient de confirmer qu'il va faire la course de 24 heures du Nürburgring Verstappen. Donc, est-ce que c'est lui qui met un peu la pression à la F1 aussi, qui dit après, moi, je vais aller faire mes autres courses. Il a toujours eu envie de faire autre chose de la Formule 1, mais il y va avec son équipe. C'est vrai que ça lui trottait aussi dans la tête. Il a vraiment envie de le faire. Il voulait vraiment le faire et il a signé. Ça y est, il y sera cette année. C'est trop cool qu'il fasse ça, moi, je trouve. En 2026. C'est génial. C'est génial. C'est un super pilote. Il a envie de piloter partout. Faut en profiter. On a écouté les sceptiques. On peut peut-être avoir la réaction d'un quelqu'un qui est satisfait. Lewis Hamilton. Et oui, quand ça se passe mieux, Lewis, il a le sourire. Et du coup, lui, les nouvelles Formule 1, ça lui va très bien. Oui, il a fini 4e. Il a fini sur le podium, même Lewis. Il le dit, il y a énormément de positifs à tirer de cette journée. La voiture se comporte bien et c'était une course vraiment amusante. Il est d'une forme olympique et ça fait plaisir à voir. On sait aussi qu'il a retrouvé sa coach. On sent qu'il est vraiment en forme, il y va. Forcément, ils ont des voitures aussi qui vont très très bien. Donc le mental est de retour pour Lewis Hamilton et moi je garde mon pronostic qu'il sera sûrement champion cette année. Allez, ça, on en profite. Quelque chose quand même. Mais déjà, il était très proche de Charles. Oui. Ce qui, l'année dernière, n'était pas le cas. Enfin, n'était vraiment pas le cas. Donc, et là, à 4 tours de plus, il est sur le podium, Hamilton. Oui. Totalement. Ça s'est joué à pas beaucoup quand même. Il s'est bien adapté à ces nouvelles voitures, à comment gérer justement cette électrification des Formule 1. Et elles ont l'air d'être mieux adaptées à son style de pilotage. Donc c'est top. Moi, en tant que fan d'Hamilton, comme nous tous, j'étais très content. Russell aussi, il était très content avec sa voiture. À la fin, quand il gagne la course, il dit « I love this car, I love this engine ». Tu m'étonnes. Oui. Tu m'étonnes que tu aimes bien. Oui, forcément, on ne peut qu'aimer quand on est devant. Ça n'a pas été le cas. Pour mettre un petit tir à Lando Norris aussi, d'ailleurs.
C'est Dire, oui. bon, Lando, t'es sympa, l'année dernière, tu te plaignais pas parce que t'étais champion du monde, mais tout le monde se plaignait de la voiture qui rebondissait. Mm. Et là, maintenant que tu gagnes plus les courses, c'est plus le même discours. Ouais, mais ils doivent vraiment se demander des questions chez McLaren parce qu'ils ont Après, c'est le ils jeu sont des supposés compétiteurs avoir, aussi, hein. Ah oui, oui, ouais, oui, bien sûr. ils sont supposés avoir le même moteur que Mercedes, ce qui est une chose qui était surprenante. On savait que Mercedes allait quand même être assez fort, c'était ce que tout le monde disait. Ce qui est surprenant quand même, c'est la distance entre Mercedes et les écuries clientes de ce moteur. C'est immense. Parce que c'est Ferrari qui sont derrière, limite Red Bull, et ensuite on commence à voir McLaren, Alpine qui sont encore plus loin, Williams aussi. Pourquoi il y a un tel écart ? Et les écuries clientes vont commencer à se creuser un peu la tête là-dessus, je pense. Bon, je vous propose qu'on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce Grand Prix. On a parlé du spectacle, maintenant on va reparler un petit peu plus du sportif. On va s'intéresser à une équipe qui a dominé ce week-end, c'est évidemment Mercedes. Premier doublé donc, de la saison avec Russell et Kimi Antonelli. Premier doublé pour Mercedes. Sans compter la période avec Lewis Hamilton, c'est le premier doublé depuis 1955 pour les flèches d'argent. C'est historique ce qui s'est passé donc pour eux ce week-end et signe que ils ont bien travaillé quand même. Ouais, premier doublé sans Hamilton depuis 55, c'est un stat qui... Il était pas loin, il était juste derrière eux quand même, il les regardait faire sans lui, il Oui. gardait un œil sur son ancienne écurie. Je me demande quand même si lui, là, il est en train de se dire si ce changement vers Ferrari, c'était la meilleure décision, mais non, ils ont été impressionnants. Mercedes, ce nouveau moteur, il a l'air tellement fort, même limite plus fort que ce qu'on pensait, et ça montre à quel point ils se retenaient pendant les essais, qui cachaient un petit peu leur performance, mais 8 dixièmes en qualif, c'est très 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 fort. Ça fait peur pour les fans de F1. Ah non, ils ont été très 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 forts. Et puis après, à voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. Mais en effet, ils ont caché leur jeu. Après, comme tu le disais tout à l'heure, ils sont donc 4 écuries avec le même moteur. Il ne faudrait pas que justement Mercedes garde entre guillemets tous les secrets. Et que, enfin voilà, c'est toujours compliqué quand plusieurs équipes ont le même moteur, parce que la maison mère, entre guillemets, va forcément récupérer toutes les datas des autres, et eux, forcément, ils seront en avant. Donc là, forcément, ils ont dominé, ils se sont envolés. Et puis c'est beau aussi pour le petit Kimi Antonelli. Ouais. Qui fait sa deuxième saison seulement en Formule 1 et qui a signé son 4e podium. 4e podium, oui. Ouais, et c'est son 2e meilleur résultat. Ça fait 2 fois qu'il termine justement la 2e place. Donc voilà, il s'est aussi adapté très vite à ces nouvelles F1. Donc à voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense que dans quelques années, potentiellement, ça sera un futur champion. Et je pense qu'il le mérite parce qu'il s'adapte, il travaille. Et on l'a vu, premier GP, 2e. Ouais, c'était chaotique quand même ce week-end. FP3, il sort la voiture, il a failli pas participer aux qualifications. Si c'était pas pour Verstappen qui se sort de piste, il n'aurait pas participé aux qualifs. Puis dans les qualifs, il se sort de piste, il finit finalement par avoir son tour et arriver en 2e. Et après, même pendant la course, il descend jusqu'en 7e, il me semble. Après, il remonte jusqu'en 2e. Donc ça a été très chaotique. Mais ce qui est très impressionnant, c'est souvent, avec les nouveaux pilotes comme ça, les moments de haute pression, c'est où ils performent le moins. Parce que là, Kimi, le moment où il ne restait qu'un seul tour pour faire son tour chrono en qualif, paf, il met la voiture en 2e. Il finit en 7e pendant la course, aucune erreur, il refinit en 2e. Donc, ce qui montre quand même un potentiel fou du côté mental. Et potentiellement, c'est la seule personne qui va pouvoir vraiment amener la bataille à Russell. Donc, il faut qu'on soit derrière lui, parce que pour avoir un championnat intéressant, il faut qu'Antonelli il nous livre un beau championnat. Et ce qu'il a fait ce week-end est impressionnant aussi, parce que quand tu viens... Quand tu as des week-ends qui sont un peu moins forts, en faisant des erreurs comme il a fait en FP3 ou pendant la course au départ, si tu arrives à récupérer et quand même finir 2e avec le maximum nombre de points hors victoire, c'est là où dans un championnat, tu peux vraiment avoir du potentiel. Et c'est exactement ce qu'il a fait ce week-end. Même pendant son pire week-end, potentiellement, il a pu récupérer les points d'une 2e position. Un petit tour du côté du 51-45 qui nous dit bel intox de Mercedes. On a Mamo 06-210 qui dit franchement énorme début de saison pour Russell. Et puis RM Nissar, et on va s'appuyer là-dessus pour lancer notre petit débat. On a RM Nissar qui nous dit j'espère que l'écart entre les voitures va vite se réduire. Si c'est pour se refaire comme l'année dernière avec une domination sans partage d'une seule écurie, la saison risque d'être longue. Et donc on va lancer ce débat, les amis. On vous invite le chat à répondre avec nous. Est-ce que Mercedes est déjà trop fort? Alors je vais vous donner quelques chiffres avant de partir là-dessus. On va d'abord regarder une petite infographie sur George Russell, sur le week-end absolument parfait du Britannique.
britannique, meilleur temps des FP3, meilleur temps de la Q1, meilleur temps de la Q2, meilleur temps de la Q3, avec donc la pole position, vainqueur du GP, domination sans partage absolument de George Russell. Et puis, là, on aime bien jouer des fois un petit peu avec l'histoire. Une autre infographie à vous montrer. Les 4 derniers qui ont remporté le premier Grand Prix de la saison sur les 4 dernières années. Voilà, on reprend les 4 dernières années. Celui qui a remporté le premier Grand Prix de la saison a fini champion du monde. Moi, j'y crois pas trop. Enfin, c'est passé, mais je pense que cette année... Les 3 même d'ailleurs. Ouais, mais je pense qu'avec cette nouvelle réglementation, ça casse un peu les codes, justement. Oui, c'est vrai. Et les stats, mais... Après, encore une fois, ces nouvelles voitures, là, on était sur un circuit qui était difficile, des lignes droites. On l'a vu aussi que la Ferrari est très forte dans les virages en appui. Donc, à voir ce que ça va donner sur les autres circuits. En fait, il y a ce paramètre-là qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que oui, Mercedes, ils vont très vite en ligne droite, à voir sur les circuits qui seront un petit peu plus courts, où il y aura plus d'appui, plus de virages, comment ils vont réagir dans les courbes. Et puis de toute façon, on a toujours aussi cette gestion d'énergie. Quel est ton avis à toi, Seb ? Moi, je pense qu'ils sont loin devant quand même. Ils sont ça fait peur. 8 dixièmes, c'est immense. Alors Ferrari ont apparemment pas... Sur les qualifs, j'étais bouche bée. Ouais, moi aussi. Enfin, c'est immense. Ferrari, apparemment, n'ont pas fait les meilleurs qualifs, donc aurait pu être peut-être un peu plus proche, mais même si c'est 5 dixièmes, c'est déjà immense. Même si c'est 3 dixièmes, c'est déjà immense. Mais là, 8 dixièmes. Et comment ils ont pris contrôle de la course dans la deuxième partie du GP, c'était impressionnant. Russell qui fait pas d'erreur. Donc, je pense que ça va être très dur de les rattraper. Est-ce que même eux, ils ont donné le 100% là, une fois qu'ils ont vu qu'ils étaient en contrôle de la course? S'il faut, ils retiennent encore un peu de performance. Il y a eu quelques problèmes du côté de la fiabilité de la mécanique dont on va parler un peu plus tard avec Mercedes. Mais pour moi, je pense que Mercedes, cette année, ils vont être très très durs à aller attraper. Oui, avec ce moteur surpuissant donc, qui a fait ses preuves du côté des qualifications. Et ça pose question, évidemment, notamment du côté de Lewis Hamilton, qui, après la séance de qualification, s'est exprimé au micro de Sky Sport et qui a dit « Ils ont de la puissance supplémentaire qui vient de quelque part et nous devons comprendre d'où elle vient. J'espère que ce n'est pas lié au taux de compression, ce fameux taux de compression dont on avait déjà parlé, que c'est juste de la puissance pure. Mais si c'est du taux de compression, je serais déçu que la FIA ait permis cela, que ce ne soit pas conforme au règlement, même s'il ne dispose de cet avantage que pendant quelques mois, puisque la FIA a s'y confirmé que ce serait fini après, à partir du mois de... Du 1er juin, normalement. 1er juin. 2026. La saison, si tel est le cas, même si c'est que quelques mois, la saison est finie en 7 courses, avec 1 seconde de retard en qualif. Vous allez perdre beaucoup trop de points. Il a raison de se plaindre, Lewis ? Moi, je pense que oui, quand même, un petit peu. Parce que, il met la pression, là, quand même. Il met la pression à la FIA, parce que déjà que la FIA a fait des sortes malgré tout, une erreur par rapport à eux, et on en parlera après pendant la course. Après, c'est peut-être juste Mercedes qui a bien travaillé aussi. Oui, c'est de la bonne interprétation. Peut-être aussi, mais je pense qu'il faut aussi laisser la chance aux autres équipes. Comme dit Seb, et je le rejoins, est-ce que Mercedes a tout montré ? Ça, c'est la question, parce que peut-être qu'ils en ont encore sous le pied et que justement, derrière, il y a encore des choses à voir. Et là, si vraiment ils s'envolent, comme l'a dit une personne du chat, on espère ne pas avoir une domination. Il faut que ça se bagarre un petit peu. Il faut que ça se bagarre, il faut que un coup Ferrari, un coup Mercedes, McLaren reviennent. On a eu des surprises aussi dans le top 10, puisque si on regarde le top 10, on parlait tout à l'heure, 8 constructeurs. 8 constructeurs différents dans le top 10. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc il faut du challenge. Donc on espère qu'on le gardera. Ouais, Hamilton, il dit ce qu'il est obligé de dire pour essayer de mettre la pression sur ce sujet-là, de ramener un peu l'attention sur ce sujet-là, qu'il pense que c'est réellement ça la raison. Oui, de Mercedes, bien sûr, aussi. Bien sûr. Mais 100%. Mais il essaye vraiment de mettre la pression un peu sur la FIA. Attendez, allez vraiment étudier le truc. Pour s'il y a un avantage qui vient de ce taux de compression, d'essayer de pointer ça du doigt pour que ça change le plus rapidement possible. Parce que s'il faut, à partir du 1er juin, paf, d'un coup, tout le monde va se rapprocher. Et si c'est réellement ce taux de compression. Alors, en vue de la différence entre Mercedes et les autres écuries clients du moteur,
ça fait penser que Mercedes ont quand même développé un châssis incroyable aussi, Oui. et que la voiture hors moteur doit être particulièrement bien forte sûr. aussi. Elle est très Donc, très bonne la voiture, elle est ouais. très très bonne cette Mercedes qui a ultra performé et notamment évidemment George Russell qui a réalisé un Grand Prix parfait, mais avec quand même une grosse bataille avec Charles Leclerc. On a vu plusieurs dépassements, dont un presque un peu limite qui a été étudié par les commissaires et qui n'a donné aucune sanction à Charles. Et on a vu à la fin du Grand Prix George Russell aller taquiner Charles Leclerc avec un gros clash où Leclerc l'a renvoyé dans les cordes en mode t'es sympa, ça reste de la Formule 1, donc si c'est pour qu'on reste au garage et que toi tu gagnes la course, on te laisse gagner. Non, c'est pas ça. Bah, il a raison. hein. Il a raison. Enfin, si on Il commence est à pas un peu interdire pleureux, tout, celui-là, pour le coup, Russell, ouais. que Charles soit venu le titiller un petit peu. peut-être, mais je pense que tous les pilotes dans l'autre sens, ils diraient peut-être pareil. Ils essayent pareil, amener l'attention à la FIA sur est-ce que le move était légal. Mais de plus en plus, ça devient est-ce que le move est légal plutôt que qui était le meilleur pilote et qui a vraiment pris le devant. Donc je trouve que c'est cool que la FIA n'ont pas donné de sanctions là-dessus. Ils ont laissé les pilotes faire la course entre eux. Et oui, ils se taquinent un peu à la fin, mais qu'est-ce que c'était cool. Qu'est-ce qu'il est bon, Charles aussi. Mais Là, ça va être un moment Quel d'appréciation pour Charles, mais dépassement. franchement, Ah quand je oui. le voyais, je me dis, mais il a tout tellement- donné, hein, franchement. C'était C'était beau. intelligent, la manière qui revenait sur Russell. Et en tant que fan de la Scuderia, en tant que fan de Charles, ça montre qu'il s'adapte bien à cette nouvelle manière de se battre dans cette nouvelle Formule 1. Et ça, c'est cool parce que ça risque d'être très important et ils vont devoir maximiser toutes les opportunités qu'ils ont. Et sur le début de course, c'est exactement ce qu'ont fait les pilotes Ferrari, mais pas l'écurie en tout cas. Et oui, c'est c'est vrai. ce qu'on disait. On veut pas de pleureuse dans ce sport, s'il vous plaît. Mais il est quand même coutumier, George Russell. Ah oui, mais après, encore une fois, on le sait c'est dans ses que habitudes. on le sait qu'il y a des caméras partout en F1. Notamment quand ils arrivent forcément à l'arrivée du Grand Prix. Les émotions sont au plus haut, forcément en réaction à chaud, parce que voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a le cœur, l'émotion mauvaise qui a réagi, puisqu'après, derrière, on les voit parler sans aucun souci. Donc voilà. Puis ça fait le show. Des personnes qui aiment bien ce genre de choses, mais voilà. Ça fait des bons petits clips pour les réseaux. C'est un peu ça. Ouais. Exactement. Parce que cette vidéo, apparemment, a tourné un peu partout de ce qu'on nous a dit. Donc voilà. En tout cas, voilà, Mercedes qui signe un énorme doublé ce week-end. Ça commence très très fort pour les flèches d'argent. Mais il y a quand même un élément qu'il va falloir prendre en compte cette saison, Marianne. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avant l'émission. Oui. C'est la gestion des batteries. Puisqu'ils Eh ont oui. les écuries n'ont droit qu'à 3 3 batteries. packs, c'est ça. 3 3 packs de ce que j'ai compris, 3 packs de batteries plus console électrique électronique. Le nombre de choses dont il faut c'est se ça. souvenir cette mais c'est saison. incroyable. C'est incroyable. hein. C'est pour ça c'est- qu'on a les notes de temps en oui, temps, oui, peut-être oui, qu'on va voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces blocs-là, c'est 3 pas, c'est avec, trop. Oui. avec la batterie, il y en a déjà une qui est morte. C'est ça, Mercedes en aurait changé un, donc sur la voiture de Russell. Donc du coup, il leur Pendant en les reste 2. Il ne leur en reste que 2. Et après, c'est apparemment, pénalité. voilà, si vous demandez au-delà des 3 changements autorisés, Bah, c'est on un vous peu met le cas des déjà avec les moteurs. Oui, voilà, tout à fait. Tu dois te mettre P20, P22. Ouais, enfin, il y a des pénalités. Il faut rajouter la batterie. Et Il je me dis, tous les éléments en fait. Mais la- c'est comme ce qu'on avait l'année dernière. C'est ça. La saison est très très longue, donc en effet, et c'est vrai que ce règlement, il y a tellement de choses à savoir. Donc oui, en effet, on a des notes pour aussi nous, on s'adapte. En fait, tout le monde s'adapte à ce nouveau règlement, à le comprendre. Mais c'est vrai que ces batteries, ça va poser problème. Et après, pareil, il y a eu des dires de personnes de chez Mercedes qui disaient, mais vous savez, oui, on a gagné, on a le doublé. Mais on aurait eu des bugs avec le software, il y a eu plein de soucis pendant toute la course et on a failli abandonner plein de fois. Donc même en sous-marin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et pour le coup, donc si vraiment ils ont eu tous ces bugs et qu'au final ils gagnent, ils ont eu une maîtrise parfaite de la course. Et peut-être que la fiabilité va jouer un gros rôle dans Oui. le championnat. Adjar qui déjà a eu son souci. Et Au premier tour en plus. si ça a Russell cassé. en Chine finit Oui. par abandonner, bah là ça va tout changer quoi. On a quelqu'un sur le chat qui nous dit Russell se plaint beaucoup, c'est insupportable. Bah, voilà. Ah oui, bah mais voilà. oui, C'est apparemment. vrai que c'est très. On veut très pas voir ça, on veut pas voir ça, c'est du sport auto et c'est vrai que je pense que Charles il lui a fait comprendre c'est bon, on est là pour rouler, enfin si t'es pas content, reste chez toi. Voilà, pour le coup, il y a beaucoup de gens à la porte qui attendent la place de piloter une F1. Donc en effet, oui, si on est là pour avoir des pleurniches, on peut changer. Oui, c'est embrouillé avec Verstappen par rapport à ça aussi, je Oui. crois, parce que à chaque Ouais, fois. oui. ouais. Partout, avec tout le Avec monde. Verstappen, il y a un lourd passif entre eux. Ouais, exactement. Donc oui, c'est peut-être on verra cette saison.
Parce que C'est ça. s'il le faisait, mais qu'il venait 4e, 5e et tout, on l'entendait peut-être moins à la radio. Maintenant, il est premier, on va tout Il va y avoir un entendre. gros focus sur lui cette saison. Ça, c'est Exactement. sûr. C'est ça. Par contre, à noter que Charles a dit moins de choses à la radio aussi, c'est moins plein, et ça, c'est agréable. On a retrouvé un Charles aussi content. Il a même dit des trucs très intéressants. Tout à fait. Petit Charles, honneur à lui. Le petit Charles, il est là. Il est Tu là, vois, avec il se nous. plaint jamais, le petit Il est Charles non avec plus. Ouais. Lui qui a dit que le boost c'était comme le champignon dans Mario Kart. Ouais. Bah, là, lui, il a dû s'éclater au départ. Oui, je pense. Bah, lui, il a eu son champignon de Mario Kart au départ. Il a eu, Vous avez vu comme ils ont éteint les lumières super vite? Ça a été très rapide en fait. On n'en a pas parlé. Ça a Mais on été va en parler très, parce très, que très on va rapide, parler en de Charles effet, oui. Leclerc dans quelques instants. C'était un fan Ferrari, le monsieur, la personne qui a éteint les lumières, je pense. Et ben, je vous propose qu'on parle tout de suite de Ferrari. La transition, elle est toute faite. Ferrari, donc, qui termine aux 3e et 4e place de ce Grand Prix et qui n'a pas à rougir de cette première course puisqu'ils ont, ils ont quand même bien bataillé avec Mercedes. Ils leur ont bien rendu les coups. Je vais vous poser la question tout de suite sur le chat. Concernant la stratégie qui a coûté cher du coup à Ferrari et peut-être même coûté la victoire à Charles Leclerc ce week-end, est-ce que la FIA a privé Leclerc de la victoire? Parce que là, on parle surtout du deuxième arrêt loupé sur la Virtual Safety Car. On va vous le détailler dans quelques instants, mais on vous pose la question tout de suite. Est-ce que la FIA est responsable dans le fait que Leclerc ne termine que 3e? Je te vois hocher la tête un petit peu, Seb. On y revient dans quelques instants. Je veux d'abord qu'on parle de Charles, évidemment, parce que ce qu'on retient de ce Grand Prix, c'est qu'il a tenu tête, même plus que ça, à George Russell. Et on va voir, on a vu l'infographie partir, on va pouvoir se la remettre. Les écarts donc qu'on a vu entre Russell et le reste du top 4, bon, c'est pas grave, on peut pas la rejouer, c'est pas grave, je vais vous redire les écarts qu'il y avait. Russell donc a terminé avec 2 secondes 9 d'avance sur Antonelli, bon voilà les Mercedes, et 15 et 16 secondes sur Leclerc et Hamilton, ce qui fait que les Ferrari, elles sont dans le coup. Et Leclerc, il était dans le coup dans ce début de Grand Prix avec George Russell, et on l'a vu, hein, on a beau nous vendre une fusée du côté de Mercedes, Charles, il était là et il était devant. Ouais, c'est ça. Et quand il était devant, il arrivait à garder Russell derrière et finir à 15 secondes. Enfin, quand on voit qu'un tour de qualif, c'était 8 dixièmes, moi, je m'attendais à peut-être 30 secondes d'avance sur la deuxième écurie de la part de Mercedes. Mais là, franchement, 15 secondes, en ayant fait un peu n'importe quoi en termes de stratégie. Ah oui, la stratégie n'était pas bonne du tout ce week-end. Exactement. Donc, ils ont perdu... Donc, on va revenir, mais il y a eu des Virtual Safety Cars, des VSC, il y en a eu 2. À la première, toutes les autres écuries, sauf Ferrari, ont décidé de faire leur arrêt au stand. La raison pour ça, c'est parce que pendant Virtual Safety Car, on perd moins de temps en faisant son arrêt au stand à ce moment-là. Normalement, c'est à peu près 21 secondes, je crois, en Australie. En faisant l'arrêt sous Virtual Safety Car, on perd 10 secondes, donc 11 secondes de gagné. Ferrari ne l'ont pas fait et finissent 15 secondes derrière Russell. Et 12 secondes, je crois, derrière Antonelli. Donc, est-ce qu'en faisant l'arrêt au stand en même temps que tous les autres, ils auraient pu aller se battre pour la victoire? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que Charles aurait largement pu se battre avec Antonelli pour prendre une 2e place et se mettre entre les 2 Mercedes. Ça, c'était largement faisable, je pense. Moi, je pense aussi parce qu'on a eu un très bel envol et c'est vrai que les feux se sont éteints. Ce départ, voilà. les feux Les feux se sont éteignés. Antonelli qui patine et Leclerc qui s'intercale et qui tout de suite, en fait. Après, on le savait aussi à Bahreïn quand ils ont fait les procédures d'essai, justement de start, etc. On a très bien vu que Ferrari prenait des beaux envols. Là, on l'a vu, ça a été le cas. Et puis, il a tenu tête. Il était leader de la course pendant quand même beaucoup de tours. Il fait un incroyable Grand Prix quand même, Charles. Pour le coup. Un truc de dingue. Et c'est juste dommage parce que cette stratégie... Mais c'est la stratégie, en fait. Moi, je n'ai pas compris. Même à un moment, on voit cette image pendant le Grand Prix où le staff est prêt, les pneus sont prêts, et en fait, ils nous la refont comme il y a quelques années. Quoi. Donc ça, c'était sur la première safety car. Voilà, le premier Suite, virtual donc, safety à la car. casse moteur de Isaac Hadjar. Oui. Donc, ils sont pas rentrés. C'est-à-dire, pour faire comprendre aux gens qui nous suivent, c'est la voiture de sécurité fictive. Donc, il n'y a pas de voiture de sécurité qui rentre, mais les voitures sont tenues de respecter une limitation de vitesse maximum. Autour, ouais. Exactement, pour tout le monde. Et généralement... Tout le monde en profite pour repasser au stand puisque tu perds moins de temps après au final. Ferrari,
fait partie des seuls. C'est pas les seuls à ne pas être rentrés, mais ça fait partie quasiment des seuls à ne pas rentrer du tout. Aucun des deux pilotes, alors qu'ils étaient prêts à recevoir. On comprend pas trop la stratégie. Même Lewis Hamilton. Mais Lewis Hamilton le dit à la radio. Oui, il y en a pas un des deux qui s'arrête là. Il l'a dit parce que dans ces moments-là, il faut récupérer de la data. Alors, est-ce qu'au final, parce que les pneus aussi, peut-être que Fred Vasseur s'est dit, ou les ingés, attendez, on peut peut-être faire encore plus de tours, et on fait peut-être qu'un arrêt, pas deux, et on y va. Mais voilà, c'est ça, et on y va. Donc au final, ils y vont pas. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est ok, vous prenez cette décision de ne pas faire rentrer les pilotes. Pourquoi le staff était prêt ? Le staff était vraiment prêt à changer, au moins sur une des deux voitures. Ça aurait pu leur faire des datas. Et après, c'est vrai que la deuxième virtual safety car, là, c'est pas de leur faute par contre. C'est pas de leur faute et je trouve que c'est très triste et c'est pas très bien du côté de la FIA d'avoir fait ça. Ils auraient dû laisser la chance à toutes les équipes de pouvoir rentrer parce qu'en effet, malheureusement, une voiture qui s'arrête, là, ils nous ferment la pit lane et Ferrari est bloqué. Ferrari ne peut pas et ils voulaient rentrer et Ferrari, on les voit, ils ne peuvent pas rentrer. Donc c'est dommage. On réexplique ce qui s'est passé. Donc du coup, la deuxième virtual safety car, c'est 5 tours plus tard, je crois, 4 ou 5 tours plus tard. À peine, à peine après donc l'incident d'Isaac Hadjar, là c'est la voiture de Bottas, la Cadillac, qui s'arrête, la Cadillac, juste à côté de l'entrée des stands. Donc c'est dangereux. Le moment où il déclenche la virtual safety car, c'est le moment où les Ferrari sont en train de passer. Donc elles n'ont pas le temps de passer au stand. Les autres, ils sont rentrés. Ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer au stand. Ferrari fait son tour et espère à ce moment-là pouvoir rentrer, sauf que qu'est-ce qu'ils font ? À ce moment-là, ils rapatrient la voiture de Bottas et donc ils ferment la pit lane. Et donc du coup, Ferrari n'a plus l'occasion de rentrer puisqu'à la fin du tour suivant, la virtual safety car était terminée. Et donc là, la FIA a pénalisé quelque part Ferrari. Et c'est pour ça, pardon, je tape dans mon micro, c'est pour ça que je pose cette question. Parce que oui, il y a peut-être l'erreur de communication, stratégie sur la première virtuelle. Mais il y a cette deuxième qui peut donner à Ferrari la possibilité de revenir sur les Mercedes et d'être à la bataille avec les Mercedes. Et là, c'est une mauvaise décision de la FIA. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. Et Seb, je te la pose. Qui est responsable ? Les deux. Je dirais, parce que je pense que Ferrari aurait quand même dû s'arrêter aux premières virtual safety car. Et sur la deuxième, oui, c'est la faute de la FIA. Peut-être qu'il devrait y avoir une règle comme une virtual safety car à chaque fois qu'ils la mettent, c'est minimum pendant 2 ou 3 tours, pour que ça donne l'opportunité à tout le monde. Mais après, la Formule 1, il y a toujours eu une partie de chance et de malchance du coup dedans. Donc des fois, une safety car, elle sort au bon moment, il y a un drapeau rouge au mauvais moment ou quoi. Donc là, malheureusement pour Ferrari, c'était manque de chance pour eux. Ça va s'équilibrer au cours de la saison. Mais en tout cas, où on ne peut pas faire d'excuses, c'est pour cette première virtual safety car. J'ai l'impression des fois Ferrari, et même dans le passé, qui partent avec leur plan de course idéal. Voici comment faire la course la plus rapide, c'est en s'arrêtant à ce tour-là, en faisant 1 stop ou 2 stops. Et après, ils ne s'adaptent pas au fait actuel de ce qui se passe dans la course réellement. Parce que tu peux partir avec une stratégie en disant, si on s'arrête au 22e tour, c'est comme ça qu'on fait la course la plus rapide. Mais la réalité de la F1, c'est qu'il se passe des choses pendant un GP et il faut s'adapter et qu'ils ne sont pas assez réactifs au moment de s'adapter. Je pense aussi ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les pneus durent aussi longtemps. Et donc, ils s'attendaient plus que tout le monde allait devoir s'arrêter 2 fois et qu'en restant, ils allaient pouvoir faire un one-stop. C'est ce qu'a expliqué justement Frédéric Vasseur après le Grand Prix au micro de Canal+. On vous montre tout de suite les propos donc, du patron de Ferrari qui dit Mercedes pensait refaire un arrêt. On a tous été surpris par la tenue des pneus car on aurait pu faire 350 tours avec. À partir de là, ils ont su exploiter cet avantage. On avait prévu de s'arrêter lors de la deuxième safety car, mais ils ont fermé les stands. Voilà, c'est vrai. Ils se sont dit, à ce moment-là, au premier safety car, ok, ils rentrent. Nous, on va faire qu'un seul arrêt. Eux, ils vont tous partir sur 2 arrêts. On va faire qu'un seul arrêt et ça va nous donner un incroyable avantage. Et malheureusement, la stratégie n'a pas été payante. Je vois sur le chat passer depuis tout à l'heure cette fameuse stratégie de Ferrari, souvent décriée ces dernières années. Et toujours comme ça, une stratégie dans la loose. Justine qui nous dit Ferrari, stratégie égale chaos. On a RM Nissar qui nous dit cette image des mécanos dans le paddock avec les pneus à la main qui sont obligés de tout ranger est terrible. Oui. Est-ce que c'est la continuité de la loose de la stratégie de Ferrari ou est-ce que là, c'est juste pas de chance? Non, je pense que c'est pas de chance. Après, je rejoins Seb et en effet, toutes les équipes, peu importe la discipline dans le monde du sport automobile, tout le monde part avec un run plan, tout le monde prépare entre guillemets sa stratégie de course parfaite pour aller gagner et finir premier. Maintenant, il faut savoir s'adapter et je pense en effet que c'est peut-être la faiblesse de Ferrari de dire ok, bah oui, si tu dois t'arrêter à tel tour,
Les virtual safety cars, on ne sait pas quand il va arriver. Autant sur des GP, on aura peut-être zéro problème, donc il n'y en aura pas du tout. Donc ok, en suivant le plan. Mais s'il se passe ça, il faut savoir s'adapter et je pense qu'il devrait peut-être travailler Il n'y là-dessus. a pas un peu de loose quand même, Seb? On peut faire toutes les excuses qu'on veut, mais ils auraient dû au moins splitter les stratégies. Donc oui, on ne savait pas que les autres allaient durer aussi longtemps sur leurs pneus. Toujours sur Ferrari. Oui, certes, mais c'est toujours eux. Sur eux. Ouais, mais c'est toujours eux. C'est ça, l'excuse des pneus, on ne savait pas que ça allait tenir. Ok, alors prenez pas le risque, vous rentrez une voiture et vous laissez l'autre pour faire la stratégie de dingue. Mais à chaque fois, c'est genre tout ou rien. C'est soit on fait une stratégie de fou, on va finir premier avec les deux voitures, ou soit ça marche pas. Donc ok, si c'était le cas, rentrez au moins une des deux voitures. Donc, oui, de la malchance, oui, mauvaise stratégie dans un sens ou un autre, ou les autres qui ont fait une super stratégie, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des excuses. Ils avaient l'opportunité, ils l'ont pas prise. Voilà, c'est comme ça. Il faut espérer que ça va pas être le cas toute la saison, parce que Mercedes peuvent se permettre de faire des petites erreurs comme ça, peut-être. Ferrari, aujourd'hui, qui sont derrière quand même et qui rattrapent, faut qu'ils soient sans faute pour pouvoir rivaliser Mercedes. Donc, aujourd'hui, ils auraient pu être deuxième, enfin à la course, ils auraient pu être deuxième, ou au moins à une seconde derrière les Mercedes. Là, ils sont à 15 et c'est leur faute. Ils auraient même pu gagner. Ils auraient même gagné et puis faire même un doublé. Il aurait pu avoir le doublé de Ferrari. La première virtual safety car, je ne sais pas si vous vous souvenez, Leclerc est en train de créer un petit écart avec George Russell. Ouais. Il y a une seconde et quelques, il n'y a pas grand-chose. Mais il est déjà en train de se battre pour aller chercher la victoire. Ouais, ils ont décidé de garder la position sur le circuit aussi. Ils voulaient se mettre devant et ils pensaient qu'ils allaient pouvoir arrêter Russell de cette manière-là, mais ça n'a pas fonctionné de cette manière-là. Ils auraient dû rentrer, c'est tout ce qu'on peut dire. De manière générale, c'est qu'on est satisfait de ce week-end. Oui, c'est il faut, voilà. C'est très facile pour nous, et là, sur un canapé, avec 24 heures plus tard, de pouvoir regarder la stratégie et donner la stratégie parfaite. Je pense toujours que Charles va aller chercher le titre. Du coup, on parlait de titre tout à l'heure. Moi, je reste sur Hamilton, parce qu'il est quand même d'une forme olympique. On le retrouve avec le sourire, performant. Donc, à voir. Mais oui, je pense que Ferrari sera aux avant-postes pendant la saison. Enfin, du moins, je l'espère. Moi, je parle pas trop de Max pour l'instant. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de Max dans cette émission. On peut avoir un petit mot pour lui. On est dans la passe Ferrari, mais ayons un petit mot quand même pour Verstappen, qui est quand même parti de la 20e position et qui a terminé à la 6e place aux fesses, littéralement, de Lando Norris. Ouais. Donc, à quelques mètres du top 5. C'est magnifique encore ce qu'il nous fait Max. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et les Red Bull fonctionnent bien pour le coup. Quand elles fonctionnent bien. Parce que entre lui, son problème qu'il a eu en qualif et Adjar qui finit pas la course, elles sont pas fiables, ces Red Bull. Mais oui, Max nous refait une Max. Je pense qu'il en a tiré le maximum qu'il pouvait le dimanche. En soi, lui, il a fait pas de sa faute le samedi. Et après, le dimanche, il nous fait un 20e, 6e sans être dans la meilleure voiture. Est-ce que Max aurait pu aller chercher, rivaliser un peu plus dans les qualifs s'il était là? Adjar qui fait P3, est-ce que Max il aurait pu être au moins un 5 dixième, 4 dixièmes? Peut-être. Donc, pour moi, c'est la chose dont j'ai le plus hâte là dans la prochaine course, c'est de pouvoir voir Max et voir son vrai potentiel, que ce soit en qualif ou en course. On aimerait bien voir aussi Aston Martin en course. Parlons-en d'Aston Martin. Franchement, Mathieu, il y avait un côté de moi, j'avais envie que tu aies raison. Vraiment, sincèrement. Marianne, on se rappelle dans 5-6 Grands Prix, ils vont débâcher la vraie Aston Martin. C'est pas la vraie. Ça sera une F1 cette fois-ci ou ça sera toujours une F3? C'est toujours le modèle Lego. Ouais, exactement. C'est le modèle Lego. Mais ils vont débâcher la vraie dans 5-6 Grands Prix et elle va tout gagner. Non, mais ça a été tellement triste. Après, à noter quand même, malgré tout, avec la voiture qu'ils ont, un Alonso qui nous fait du P12. Oui. C'est ça, proche du top 10. Moi, j'avais dit que dans quelques Grands Prix, il serait au top 5. Donc, on voit quand même qu'ils sont là. Après, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est on annonce un abandon de la voiture d'Alonso. On la voit repartir. Après, Stroll, pareil. Bon, Stroll a pu finir. Mais ils se sont dit, on va se servir du Grand Prix comme base d'essai pour améliorer notre voiture. Moi, j'ai trouvé ça dangereux parce que tu gênes les autres équipes. Il aurait mieux fallu abandonner tout court pour les deux voitures, quoi. Donc, c'est vrai. Puis, c'était pas compréhensible, en fait, parce qu'on les voyait abandonnés. Après, on les revoit. Enfin, ils étaient marqués out. Après, on les revoit avec des temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, même pour les fans qui regardent, c'est compliqué à comprendre. Ouais, c'était bizarre du côté de la FIA de laisser ça se passer, mais du côté d'Aston Martin, eux, ils ont tellement fait peu de tours dans les essais que là, ils voulaient maximiser tous les tours qu'ils puissent avoir. Hein. Et juste en parlant des nouvelles écuries, comme ça, Audi, avoir des points
lors de leur premier Grand Prix, incroyable. Hülkenberg, problème technique. Oui, la voiture pas pu prendre le départ à ce Grand Prix, mais Bortoleto, c'est magnifique ce qu'il fait avec ce top 10. Jeune pilote lui aussi. Et As, parlons-en. As dans les points. On va pas pouvoir parler de tout le monde. On va parler de ce milieu de tableau, mais on va parler d'une autre écurie parce qu'on va partir sur notre débat, les amis. On parle beaucoup de Haas, on parle beaucoup d'Alpine, on parle beaucoup de Audi, de toutes ces voitures qui fonctionnent plutôt bien et qui vont se battre pour ce milieu de tableau, mais on a tendance à oublier que Red Bull a une équipe satellite qui s'appelle Racing Bull et qui a fait un super week-end avec notamment un jeune rookie, Lindblad. Lindblad qui a fait un super week-end, qui termine 8e de ce Grand Prix d'Australie pour son premier Grand Prix en Formule 1. Alors oui, je le dis, Racing Bull va être la surprise de cette saison. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ils ont fait... Lindblad surtout a fait un week-end incroyable, que ce soit Tu es d'accord, Seb ? Oui. Oui. Non, parce qu'il a position. fait. Ouais, exactement. Non, je dirais oui. Après, ils ont tendance, là c'est Racing Bulls, avant c'était Cash App, avant Toro Rosso, de commencer les saisons forts en général, parce qu'ils ont ce côté de Red Bull qui leur donne quand même les meilleures pièces possibles, et après ils dégringolent un peu au fil de la saison. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas, mais je le souhaite, et en tout cas ils ont l'air d'avoir 2 pilotes qui sont là, qui sont présents, et Lindblad, incroyable ce qu'il a fait. Moi, je dis oui aussi. C'est vrai que ça a été la surprise. Maintenant, je suis aussi Seb, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais oui, parce que c'est un jeune pilote. Il a écrit l'histoire puisque c'est le plus jeune pilote à marquer des points justement dès le premier GP. Et puis, c'est beau ce qu'il fait. C'est inspirant. Ça motive aussi les autres. Donc, non, c'est la surprise. Honnêtement, j'ai vu des écuries dans le top 10. Je me suis dit, c'est passé quoi ? Il a eu un départ, Lindblad. Ouais. À un moment, il était 3e, je crois. 3e, 4e au départ. Bref, incroyable ce qu'il nous a fait ce week-end. Et j'ai vu une interview de lui, c'était trop cool parce qu'il était juste là comme un gosse, quoi. Il disait alors moi j'ai juste passé un super week-end, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai kiffé, donc cool de le voir en train de vraiment maximiser aussi la voiture. Vous y croyez tous les deux? Ouais, on y croit. Ouais. On se dit pas que Lindblad, finalement, ça va peut-être rebaisser au bout d'un moment, que Liam Lawson nous a quand même pas habitués à être un super grand pilote non plus. Red Bull, on n'a pas gardé un énorme souvenir. Après, je pense que, allez, si vraiment il faut aller vraiment jusqu'au bout de la saison, je dirais un oui-non, parce que s'il commence... Il y a quand même oui dedans. Hein. Ouais. Mais il y a un oui, mais parce que moi je suis contente de voir aussi ces petits jeunes. Tu n'y crois pas dans le fond. Si, un petit peu. Mais c'est vrai que moi je suis tellement contente pour tous ces petits jeunes qui arrivent en F1, parce qu'ils sont quand même très très jeunes. Ils arrivent, ils marquent des points, ils sont là. Maintenant, faut pas. Ben ouais, c'est ça. La force que ça demande physique, le mental que ça demande. Et puis comme tu l'as dit, il était ultra souriant, ultra content, ultra friendly, super. Moi j'ai fait mon GP, machin et tout. Maintenant, je pense que s'il se rapproche un petit peu trop de Red Bull, enfin voilà, faut pas oublier que, comme tu l'as dit, c'est une équipe satellite, c'est la 2e équipe. Donc si Lindblad fait beaucoup trop de choses positives et un peu trop aux avant-postes, je pense qu'on va lui appuyer sur la tête et puis on va le remettre à sa place. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Moi, j'ai trouvé ça incroyable qu'il a quand même un peu bloqué Verstappen quand Verstappen l'a rattrapé. Non, mais ça, c'est incroyable. Ça, je me suis dit, ah oui, quand même. Il est chaud, hein. Trop, ouais. Très, très chaud, là. Motivé quand même de s'attaquer à ce genre de personnes. Je pense que oui, c'est déjà une des bonnes surprises, surtout du mi-terrain comme ça, parce que tout le monde disait Williams, Alpine, avec les moteurs Mercedes. Mais... Ouais, j'ai oublié Williams dans la liste. Oui, ils sont où, eux, d'ailleurs? On n'en a pas parlé. Voilà, ils sont pas trop là. Mais non, Haas, ils étaient pas mal. Ça m'a arrangé d'ailleurs dans mon équipe Fantasy, F1 Fantasy, on va en parler plus tard, mais je suis très content pour Haas. Je lis un petit commentaire sur le chat qui nous dit si leur voiture tient, qu'ils prennent quelques occasions, ça peut devenir tendu pour Mercedes ou Ferrari. Là, vous vous emballez, les amis. Non, je pense que là, oui. Racing Bull allait challenger Ferrari et Mercedes. Il y aura Red Bull avant. Voilà, il y aura les qui prennent avant. Max et Isaac avant quand même. Après, pourquoi pas Red Bull et Racing Bull, les 4 premiers. Mais non, faut peut-être pas exagérer. Mais après, on peut y croire. Non, mais l'objectif, c'est quand même d'aller accrocher des top 10. Quoi. Ah bah bien sûr. Au moins, eux, ils étaient fiables aussi. Quand tu compares à Red Bull, c'est le même moteur, quoi, et ils ont réussi à trouver une manière. C'est ça aussi, nouveau moteur avec Ford. Voilà, il y a de la fiabilité quand même. Bien sûr. Bon, malheureusement pour Isaac. Pas pour Isaac, mais en tout cas. Ouais, tu parles de fiabilité, c'est le seul qui s'est sorti. Après, pour lui, oui, ça s'est bien passé. Pour Adjar ?
ou pour Lindblad? On parle de qui là? Pour Lindblad. Pour Lindblad. Adjar aussi, hein, lui, ce qu'il nous a fait hors voiture, sa performance pure à lui, à Adjar, a été incroyable. 3e, enfin... Alors, Ferrari disent qu'ils ont vraiment pas sorti le maximum de la voiture au qualif. Est-ce que ça a eu un effet? Ça a laissé Adjar, ça a laissé la Red Bull passer devant eux, potentiellement, mais mine de rien, il fait un tour de dingue, et après son début de course, ça va, et juste manque de chance avec la fiabilité de la voiture. C'est ça. Après, on attend l'aileron de Ferrari. Moi, j'attendais à le voir quand même. On l'a pas vu. Ah, le petit backflip. Bah, ouais. Non, ils se le réservent pour un peu plus tard, Ouais, ouais. visiblement. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire. J'aimerais bien le voir, lui. Peut-être pas en Chine. On a parlé d'innovation à Fred Vasseur sans lui parler d'aileron. Est-ce qu'on va avoir des innovations en Chine? Il avait l'air de dire que non. On doit encore attendre. Ça se suit tellement vite, ces deux courses, Australie-Chine. C'est compliqué. Ouais, c'est directement. Là, on est déjà en Race Week encore et c'est reparti. Ça commence dans quelques jours déjà, les voitures sur le circuit encore. Et la Chine, il va falloir se projeter dessus. On va parler un petit peu de ce Grand Prix de Chine puisqu'on va avoir des paris à faire ensemble. On va faire un petit point sur notre championnat. J'ai pas du tout réfléchi. Mais alors, absolument surtout pas. qu'il va y avoir une course sprint en plus, donc double qualif et double course. Mais on va faire un petit point sur le championnat. On avait fait nos paris la semaine dernière. On avait annoncé qui allait être poleman et quel allait être le podium. Il y avait 3 points pour celui qui trouvait le poleman, 3 points pour celui qui trouvait le vainqueur, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. C'est ça? 2 points pour le poleman. 2 points pour le poleman. Et 3-2. Quel est le résultat de tout ça? Vous allez le voir. Ça va s'afficher. Et c'est Marianne qui est en tête avec 5 points puisque George Russell a signé la pole et qu'il a remporté. C'était dans tes paris. Oui. Tu t'envoles donc devant Seb qui avait trouvé George Russell et puis... C'est génial ça, les petites têtes. C'est drôle ça, c'est sympa ce qu'ils nous ont fait. Je ne commenterai pas la troisième personne qui était à égalité avec TV Monaco. C'est super fun ce petit classement. Mais bon. Mais vous savez qu'il y a un moment dans la course... J'étais bon. Hein. Oui, mais bon, enfin. Il y a un moment. Il y avait Leclerc, Hamilton et Russell. J'étais bon à un moment dans la course. Moi, je vous cache pas que je voyais les qualifs. J'étais allé, hop, c'est bon. Q3, on y est. Q2, on y est. Allez, c'est bon. Tiens, bon, Q1. Et là, je me suis dit, j'ai déjà mes 2 points. Parce que tu as eu donc Paul et victoire, c'est ça? Tu as eu Paul, Russell et en fait, tu as misé sur Russell. Ah oui, moi j'avais misé sur Russell. Oui, mais bon, c'est la facilité aussi. Ouais, elle n'a pas pris de risque. Non, voilà. Bon, moi, mes 3 points que j'ai eu, c'était avec la facilité aussi. Hein. J'ai eu sur la victoire Russell. Mais je m'étais dit, vas-y, on va mettre Max. Parce que de mémoire, t'avais mis Max. T'avais mis Max de mémoire en pôle. Donc, puis t'as changé d'un seul coup. Bon, je vais faire Mercedes. Tu as été sauvé par l'erreur de Ferrari, c'est ça? Non, parce qu'il s'est passé à la voiture de Max, sinon il aurait été en pole. Donc en soi, voilà, hein, c'est juste que tu as été sauvé par ça. Moi, j'ai hâte d'avoir tes pronostics du coup pour la Chine. Eh ben, on y va. Allez, soyons fous. Alors, nous avons donc 2 séances de qualif et 2 séances de course. Qualif, sprint et sprint. Qui vous voyez, les amis? On commence donc le sprint là. Oui. Qualif, sprint. Donc, qui signera la pole du sprint? Est-ce qu'on peut donner la même personne? Vous êtes, on est tous libres sinon, de donner ce qu'on veut. Sinon, on met juste Russell non, et Russell. Parce que... et voilà. Là, ils l'ont dit, hein, il y a des pilotes qui l'ont dit, qui ont eu des réacs justement après, qui ont dit c'est du sprint. Donc en fait, on va mettre full gaz. Là, il n'y a pas de gestion de batterie parce qu'il y a moins de kilomètres à parcourir. Donc, qui c'est qui se lance là? Russell. Tu avais l'air de prendre la parole. Toi, t'es prêt? Qualif, je mets Russell. Ouais. Russell sur le qualif de la sprint. Ouais, pareil. Voilà. Et et donc ton podium de la sprint. Je vais mettre, parce que juste, ça serait trop facile de mettre Russell à chaque fois, donc juste pour que ce soit un peu plus spicy, je vais mettre Antonelli P1 en sprint. Avec Russell en P2. Ah ouais, full Mercedes. Ouais, et Charles en P3. Et Charles en P3. Le même classement quasiment que... Exactement. Moi, je vais vous étonner. Allez, donc... Ta pole de la sprint. Moi, la pole, je vois bien Russell parce que de toute façon, ils sont prêts. Ok. Voilà. Après, par contre, au niveau de la course, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer sur la sprint, et en prenant compte en fait que là, ils vont tout donner et on va avoir vraiment des pilotes au talent et plus trop à la stratégie. Moi, je verrais bien Hamilton, parce que c'était quand même pas loin. Hamilton, je vois bien Charles deuxième. Et puis, on va mettre Russell 3. Ouais. Et t'as raison, Hamilton, sa seule belle performance l'année dernière, c'était en sprint. Donc, voilà. Ok.
Et c'était en Et Chine. c'était en Chine, ouais, justement, C'était c'était en ce que je suis Chine. en train de me dire. Je Exactement. vous dis, je pense qu'en fait, Je sais que c'était J'avais en Chine. oublié ça je avant suis, de en faire train mes de, je pronostics. suis en train de me découvrir un talent, le le sais talent que- des pronostics. Je le sais que c'était en Chine, Marianne, parce que moi aussi j'ai vu Hamilton. Je vois Ah. Hamilton sur la course de sprint. Alors en Allez. qualif, un petit Kimi Antonelli Ho, ho. en pole position. Ouais, Oui, il va j'y ai dépasser. pensé, ouais. Il va dépasser le grand Russell, il va sortir les muscles, Kimi Antonelli. Il a pris de la confiance là sur ce premier Grand Prix de la saison. Je veux bien aller décrocher cette pole de la sprint. Donc vainqueur de la sprint. J'ai mis Hamilton aussi, je crois, au back-to-back de Lewis en Chine, devant Antonelli, du coup. Et puis un petit Verstappen, parce que j'ai pas envie Oh, d'oublier il nous remet Max. Verstappen, sur le podium de la sprint. Qualif pour le Grand Prix. Qui signera la pole position? Seb. Antonelli. Antonelli. Moi, Antonelli. je reste sur Russell parce qu'on l'a vu, Mercedes. Oh, ils George sont- Russell. Ah, Je vois qu'on se C'est les mouille points, beaucoup, c'est Marianne. les points de la facilité, on les prend, paf, paf, paf. Alors pour l'instant, tu vois, on s'amuse, mais quand tu auras pris trop d'avance sur nous, là, on va juste te mettre des Russell de partout pour te rattraper. Bah, moi, je vais mettre un Russell aussi. Tu mets, Allez. oui, bah toi, t'as bien Soyons raison. Toi, Avec mon le coco, retard que j'ai, moi nous je vais as- un Russell Pour en rattraper pole le position retard, du là. GP. Ok. Et maintenant, le plus important, le Le podium. classement. Seb. C'est compliqué quand même, hein, parce que Ah, mais c'est très dur parce après- qu'on est dans le flou. Hein. on est sur un Grand Prix moins difficile que Melbourne. Donc les pilotes auront quand même plus de facilité. Il y a des grandes lignes droites. hein. Il y a 2 grandes lignes droites de mémoire. Stock. Ouais. Et après, il y a un enchaînement. Mm. Je crois que c'est secteur 1, secteur 2 Ouais. de mémoire, que ça fait vraiment Oui. l'enchaînement de courbes. Que 2 lignes droites, du coup. Charles disait que c'était un de ses circuits qu'il aime le moins. Melbourne et la Chine, c'est ces deux circuits qu'il aime le moins. Bref, en Melbourne, ça l'a pas trop gêné. Mais... Alors, top 3. P1, juste pour qu'elle ne parte pas trop loin dans le championnat, Russell. P2, Charles. P3, Max. En sachant que j'ai quand même dit Antonelli en pole position. Donc, Antonelli va avoir soit un problème de fiabilité, ou va se sortir au départ, ou Ok. Hamilton. Alors, je vous dis exactement ce qui va se passer. Hamilton Ok, qualifié, J'adore. Hamilton J'adore, la boule de qualifié cristal. 5e, 4e ou 5e, va avoir un départ de dingue, va arriver côte à côte avec Antonelli qui aurait un départ moyen. Ils vont s'entrer dedans, les deux vont sortir. Et Ok. voilà. Donc ils nous annoncent déjà un safety car ou virtual safety car. Voilà, Exactement. ça, il y a Ce qui déjà un permet problème. Max de rattraper. Sur une longue course, l'expérience de Max va l'aider à venir au podium. Et Charles et Russell vont faire la bataille devant. Voilà. Alors, Nickel. faut bien, si Prenez ça se note. passe comme ça, que Ferrari prenne note aussi sur la stratégie et sur s'adapter. Mon classement, et je ne sais pas du tout. Alors, on va la éviter pro. de faire la facilité, du coup, puisque vous dites que je fais la facilité. On va faire P3. Moi, je vois bien quand même un Verstappen, parce que la remontada qu'il nous a fait, elle a noté. Donc, P3, Max. Je garde Hamilton en P2 et on va mettre Charles en P1. Ah, vous avez vu, je vous ai dit, Mercedes. j'ai changé. Aucune Mercedes. Non, Mercedes, Bravo. je l'ai Alors mis là, à out. c'est vrai qu'on peut, Je l'ai on peut mis à rien out. dire. Voilà, Bon, pour moi, vous j'ai faire des points- plaisir. J'ai des points à rattraper, donc ce sera George Russell qui va remporter le Grand Prix. Antonelli Ah bah P2. c'est la facilité du coup, voilà. Oui, j'ai des points de retard, moi, je suis excusé. En P2, Charles Leclerc. Et j'ai vu, et je vais changer ce que j'avais noté, j'ai vu un commentaire, et je vais suivre le commentaire Ah bah c'est de la Shibado, facilité. qui nous dit Nous, on n'est pas au attention à courant de ça. McLaren aussi. C'est vrai qu'on parle jamais de McLaren. On Ah, le pour met moi, jamais ils ont dans été le- absents. On met jamais dans le game. Et ben, je vais mettre Oscar Piastri P3. Voilà, sur ce Grand Prix. J'ai envie de croire que McLaren bien est raison, capable hein. de jouer un truc. Mais écoute, Oui, il tu va as faire raison, une hein. remontada. Ouais. Il veut se prouver après. Ah ouais. Après ce qui s'est après passé, le ouais. désastre à Melbourne, il veut se prouver que, Ok. qu'il est toujours là, qu'il est toujours dans le game. Ouais, il va aller c'est choper possible. le podium sur le Grand Prix. C'est possible. T'as eu raison C'est- de c'est bien mettre parce tes que- points de sécurité Non, au mais début. Ce qui est incroyable, c'est que vous me faites la même tête que quand je vous parlais d'Alonso la semaine dernière. Ouais, en mode, oui, Ah ouais, c'est bien. ah ouais. Bon courage. Ouais, bah vas-y, hein, si tu veux fait. perdre des points, vas-y. Il a quand même pas commencé la course là à Melbourne et maintenant tu le mets sur le podium. Mais... Oui, non. Non mais à voir, Ça mais peut c'est vrai être que McLaren, moi je les trouve absents, donc je les vois pas du tout dans un top 3. Ouais, pourquoi pas, Mais on sait pas, Ils étaient parce absents sur ce que... premier Grand Prix, mais c'est est-ce que vrai. ça va pas aller mieux la semaine prochaine. Et on sait pas à quoi s'attendre. Chaque circuit est différent, la voiture va se comporter différemment aussi, donc à voir. Et puis, J'hésitais avec un petit Isaac Hadjar aussi quelque part, mais j'attends un petit peu. Je oui, pense que ça va arriver plus tard. oui, Faut oui. qu'ils finissent la course déjà. Ouais. Faut Bon là, que ça c'était pas de démarre, sa ouais. faute, Faut que c'était ça pas de sa démarre. Oui, faute. non, mais
Oui, mais Bon, quand même. Les paris sont tenus. Paris sont tenus. On ressortira lancés. le petit graphe la semaine prochaine. J'espère que je ne tirerai plus la tête comme ça et que je serai un peu plus souriant sur le classement. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur la Fantasy League, sur l'application ou même sur le site de la Formule 1. On a lancé une Fantasy League Hot Track TVM, c'est le nom de notre ligue. On vous mettra en description le code d'accès et venez vous joindre à nous parce que c'est des paris encore plus poussés. Et, c'est très sympathique. Et parlons-en de la Fantasy League. Parlons-en de ces paris, justement, Et je suis Mathieu. encore dernier. Je suis encore dernier sur la Fantasy League. Et moi, je suis Premier Grand content. Je suis devant. C'est bon. Moi, je suis au milieu. J'ai vu ça. Et honnêtement, c'est très dur de choisir. Ah, c'est très, très C'est dur. Quand j'ai poussé, mis, hein. j'étais pas confiant. Je me Ouais. suis dit, Très, wow, très dur. on verra. Et je sais pas comment, mais ça a fini par à peu près Coup fonctionner. de poker, Ouais, coup de chance, exactement. voilà. Allez, je propose qu'on termine cette émission avec un petit peu d'autres sports mécaniques. On avait parlé de MotoGP, le lancement de la MotoGP la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'IndyCar. Mhm. On va aller s'envoler du côté des États-Unis pour la Formule 1 des États-Unis, petit championnat local, on peut dire quasiment l'IndyCar. Ça fait un carton là-bas, les gens adorent ça aux États-Unis, avec un championnat qui est composé d'un tiers de courses sur ovale. Hein. Ils adorent ça aussi, évidemment, avec eux qui sont fans de NASCAR aux États-Unis, ils adorent les courses sur les ovales. C'est moi mon cas, on pourra en discuter dans quelques instants. Voilà, on place un petit peu le contexte avec un pilote qui est 4 fois champion du monde, Alex Palou, si je ne me trompe pas. C'est Bon, ça. voilà. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette saison ? Il y a déjà eu une première course du côté de Sandpit la semaine dernière, et puis le week-end dernier, une ovale du côté de Phoenix. Voilà, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette saison ? Qu'est-ce qu'on peut donner à ceux qui nous regardent pour comprendre un petit peu l'IndyCar ? Alors, ce qu'il faut savoir, du coup, on va faire un petit récap rapide sur l'IndyCar. C'est un peu la F1 américaine. Voilà, exactement. Ça reste des monoplaces. Donc, on a la différence avec ce qu'on peut voir, c'est qu'on rajoute, on va dire, en plus de la F1, on rajoute à l'IndyCar l'ovale. C'est-à-dire qu'il y a du circuit urbain, du circuit, ce qu'ils appellent routier, circuit fermé, classique, hein, mais eux l'appellent ça routier. Et eux, ils ont l'ovale que la F1 n'a pas. Ce que moi je trouve sympa, parce que ça resserre le classement et ça redistribue les cartes, c'est qu'on a un seul châssis, donc qu'ils appellent le DW12, donc c'est Dallara. Qui est unique depuis 2012. D'ailleurs, on va en parler puisque la réglementation... Châssis depuis 2012, c'est fou, incroyable, quand même, ça. hein. C'est fou, ouais. 14 ans avec le même châssis. Ouais, c'est ça. Et ensuite, au niveau des moteurs, on a Honda ou Chevrolet. Donc, c'est un V6 2 litres de turbo qui délivre des 700 à 750 chevaux. Donc, en fait, on a un championnat qui est serré puisque tout le monde a la même voiture, contrairement à la F1, etc. Et après, au niveau du règlement, donc il va changer en 2028. Donc, on aura réglementation qui arrive. Voilà, on aura une voiture qui sera beaucoup plus légère. Elle perd entre 40 et 45 kilos. On aura une voiture plus rapide, du coup. Un nouveau design, donc à voir ce que ça va donner. Mais ça sera toujours Dallara qui aura donc le châssis. Par contre, ce changement de réglementation, ils l'ont dit aussi, c'est aussi pour appeler de nouveaux motoristes. Donc à voir si on en aura en plus ou si on aura toujours ces deux-là. Et plus de puissance électrique. Donc comme Oui, en aussi, F1, c'est ça. c'est l'électrification du moteur. Oui, parce qu'on est sur un moteur hybride. Et après, comme tu l'expliquais, donc cette année, on a le retour de Romain Grosjean. On va parler Oui, faut préciser, il y a 2 anciens pilotes de Formule 1 qui sont de notre présents, quand même, Français, avec Mick Schumacher aussi. Donc c'est vrai que c'est le retour de Romain. Donc sur Saint-Pit, il avait fait une 8e position. Là, il n'a pas pu prendre part au Grand Prix puisqu'il y a eu un abandon. Et côté de Schumacher, en fait, de Mick, on était très contents parce que justement sur Phoenix, au qualif, il signe le 4e meilleur temps et du coup, il est contraint de terminer P18. Donc voilà, c'est dommage, mais ils sont quand même dans le game. Après, il faut savoir que Phoenix est un ovale d'1,6 km. Les pilotes prennent jusqu'à 270 km par heure au tour, ce qui est énorme. Ça demande beaucoup de physique, donc forcément, il y a beaucoup de paramètres derrière. Et on a vu parce que c'est de la haute vitesse, mais constante. Oui, constante en fait, parce que c'est un ovale. Constante. Ils expliquaient qu'ils ont fait 250 tours et puis il y a eu beaucoup de chaos, il y a eu beaucoup d'accrochages, beaucoup d'abandons. Moi, c'est ce que je trouve. Chaos carrément, t'as dit. Ah oui, vraiment. Non, mais... Ils sont out comme à la boxe, non, quoi. Mais vraiment, puisque au tout début, justement, tu parlais d'Alex Palou, qui est la référence, puisqu'il a 4 titres. Ouais. 3 d'affilée là. Et triple voilà. champion en titre. Triple champion en titre. Il s'est accroché au 22e tour avec le pilote Rinus Wiki, qui est pareil, un pilote qui est habitué de
de ce championnat. Donc voilà, tout peut se passer. On a vu aussi une voiture, moi j'ai vu sur la fin, là, dans les highlights, ils l'ont remis sur les réseaux. On voit une voiture, il fait un tête à queue, il part en marche arrière. Et forcément, il y a eu des petits mèmes qui ont été faits en mode la course est dans l'autre sens. Donc voilà, il peut se passer tellement de choses. Moi je trouve que tout le monde se bat à égalité parce que tout le monde a les mêmes châssis. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Au niveau d'Alex Palou, pour lui, forcément, c'est la grosse déception puisqu'il abandonne, donc il perd des points et il dégringole au championnat. C'est-à-dire qu'il n'a plus le lead. Donc à voir ce que ça va donner. Moi je pense que ça va être fun. Après, à savoir que son coéquipier Scott Dixon détient 6 titres. C'est lui qui a le record, hein. Depuis donc 1996, l'IndyCar existe. C'est lui qui a le record. Ils sont dans la même équipe. Donc forcément, un échange de data, hein, parce que c'est le même fonctionnement qu'en F1, un échange d'un maximum d'informations. Donc je pense que, parce que... Sacrée équipe, hein. Ouais, c'est 10 championnats à eux deux. Ouais. Et puis ils le disent, ils l'ont nommé, Scott Dixon, il est surnommé l'Hamilton de l'IndyCar. Voilà, il domine tout depuis ces la années. La référence est plutôt bonne. Et Palou, ça doit être comme le Verstappen. Ils ont gagné les 3 derniers. Voilà, c'est ça. Donc, à voir ce que ça va donner, mais je pense que voilà, on peut voir de belles choses. Et les circuits ovales, t'es pas fan? Moi, je suis pas fan. C'est pas. Après, voilà, c'est particulier. C'est aussi comme tu le disais, Marianne, c'est aussi la force du physique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut encaisser cette haute vitesse constante parce qu'il n'y a pas de virage pour il y a du banking. Et puis il y a du banking, évidemment. Hein, parce que constamment sur la limite. C'est pas tout plat. C'est surtout ça. C'est pas tout plat. C'est pas plat. Hein. Les pistes, elles sont. C'est ça. Et pour avoir la chance de suivre l'IMSA, du coup, je suis sur des pistes américaines, notamment la dernière que j'ai faite, c'est Daytona. Moi, je fais toujours les track walk. On demande que tu rapproches un tout petit peu. Pardon, excusez-moi, vous m'entendez? Et du coup, c'est vrai que je fais toujours les track walk pour me rendre compte de ce qu'un pilote peut ressentir. J'ai essayé de monter jusqu'en haut du banking. Je peux vous garantir que c'est très compliqué. Donc, un circuit court, parce que 1,6 km, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment court. Constante vitesse, on y va. Ça demande, du mental, mais une force. Et encore une fois, sur cette piste, il estimait que tout se jouait à la stratégie. Et la victoire a été gagnée à une très bonne stratégie des pneus. Et en gros, sur des circuits courts, il ne faut pas se louper sur les pit stops. Donc voilà, c'est... Évidemment, je ne doute pas de la difficulté de l'épreuve. C'est juste que... télégéniquement parlant, en tant que spectateur, c'est un truc qui m'attire moins. Je sais pas toi, Seb. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'en ai parlé à quelques pilotes qui m'ont expliqué. Bien sûr, c'est important. Ouais, mais c'est sûr. Mais je suis sûr, c'est très technique, c'est très dur. Parce que tu es constamment sur la limite, tu fais des vitesses de dingue, n'importe quelle erreur, paf, tu es direct dans le mur. Donc ça doit être très difficile et quand tu connais un peu mieux et que tu as vécu le truc, tu dois avoir plus une appréciation pour ça. Mais moi, je suis comme toi. J'ai jamais vu en live, j'ai jamais testé. Donc à la télé, perso, ça m'impressionne un peu moins. C'est un peu plus prévisible, les dépassements se passent de la même manière, etc. Donc je suis moins fan visuellement de ça, mais j'ai hâte qu'au cours de cette année, tous ensemble, on apprenne à devenir encore plus passionné de ça. Ouais. Après, ce qui est bien, ce qui fait aussi la richesse de ce championnat, c'est la diversité des circuits. Tout à fait. On parlait, c'est que c'est pas que de l'ovale. Non, c'est ça. Il y a d'autres circuits classiques et ça permet peut-être à différents pilotes de pouvoir s'exprimer aussi. Mais c'est ce qu'il disait là justement. On l'a vu, celui qui a fait donc la pole position, David Malukas, c'est pas lui qui justement a gagné. C'est un peu la Formule I, moi je trouve. Parce que du coup, il y a beaucoup de challenges, c'est les mêmes voitures, et puis tout se joue à la stratégie, ils le disent, de toute façon, les pit stops, savoir gérer ses pneus. Puis... Ça, par contre, j'aime bien le fait qu'ils aient le même châssis. Ouais. Voilà. Ça, c'est top. C'est vrai qu'en Formule 1, c'est aussi la force des ingénieurs d'être capable d'inventer une voiture qui va battre les autres. Et il y a beaucoup et ça joue beaucoup là-dessus d'une saison à l'autre. Mais le fait de se dire que, on a tous la même voiture, les gars. Donc maintenant, c'est le meilleur pilote qui sera en course. Ouais, c'est cool. C'est cool parce qu'en Formule 1, tu finis avec des gaps énormes. Même juste le fait que dans le sport auto, tu fasses des qualifs pour que le plus fort parte en premier et le moins fort parte en dernier. Déjà, ça met place à une course qui n'aura pas tant d'action que ça. Donc, juste le fait d'avoir une catégorie où c'est plus dans les mains du pilote, c'est génial. Et justement, vous n'êtes pas chaud. En effet, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Les 500 miles... Après, on peut y prendre goût. Hein. Et les 500 miles Indianapolis. Ça c'est mythique. Mais ça, c'est mythique. C'est mythique. Oui, mais est-ce que je reste des heures devant? Je suis pas sûr. Cette course, elle a un petit goût. Mais, quand même. Mais je vais la regarder. Et la piste est très belle. Et pareil, ce banking. C'est mythique. Voilà. Pour y avoir été, moi, sur l'IMSA, c'est vrai que moi, je suis toujours impressionnée sur ces circuits américains. Je sais pas, ils ont
un truc en plus qu'on n'a pas en Europe. D'ailleurs, c'est un titre à part, il me semble, de gagner les 500 miles dans la Ah saison. bah oui. Ouais. Oui. On a eu Simon Pagenaud, le Français qui l'a gagné. Et voilà, on a quand même des références. Et c'est vrai que je sais pas, ces circuits, ils ont quelque chose. Mais moi, je vous défie un jour d'aller faire un petit tour sur le banking, vous verrez. Dans la centrifugeuse, là Non, pas dans la centrifugeuse, mais de tester, de voir, de se rendre compte. Non, mais oui, moi, je pense que le meilleur moyen de se rendre compte de ce que c'est d'aller le voir. C'est d'aller le voir en vrai. En vrai. Ouais. Et les foules qu'ils ont, il y a Les Américains des centaines de milliers de personnes en live. 300 ou 400 000 personnes pour les 500 miles. Sur place en une journée. Parce qu'en F1, journée. ils ont ça au cours des 4 jours. oui. Ouais. Mais en une journée, 300-400 000 personnes. C'est ce qu'on a ce qu'on a sur le live. Là. Et quand on voit exactement, c'est exactement les chiffres du live. Ouais. Là, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est nos chiffres. Exact. Oui, mais quand on voit aussi l'engouement qu'il y a pour le NASCAR, voilà. C'est ça. En fait, c'est les deux championnats qui sont rejoints de très près, parce que moi j'ai vu passer des statistiques par l'IMSA aussi, donc qui est l'endurance aux États-Unis, donc c'est l'équivalent du WEC, mais aux États-Unis. Et c'est vrai que oui, on a la NASCAR qui est vraiment la course, le championnat le plus suivi par les Américains, suivi par l'IndyCar, et après on a l'IMSA qui arrive. Donc malgré tout, c'est une religion chez eux aussi, les sports méca. Et ça les empêche pas, parce qu'ils ont quand même, moi j'ai regardé 3 grands prix aux États-Unis, Miami, Las Vegas, Austin. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner par la suite. Mais je pense que cette année, le championnat justement va beaucoup bouger. Très bien. Et donc la Formule 1 est derrière tout ça, aux États-Unis? J'emploierai pas le terme avec certains Américains. Les chiffres, je me demande ce que ça serait en termes de view à la télé et tout ça. La Formule 1 aux États-Unis, c'est qu'il y a un vrai bon pilote américain aussi. Oui. Ouais. C'est vrai que ça manque. Maintenant, tu as l'écurie, tu as Cadillac qui vient de revenir, il y a Haas. Ah oui. Ouais. Désolée, J'ai vu bienvenue, welcome back. Moi, je cherchais le nom du pilote parce qu'il y avait eu le pilote américain. J'étais encore concentrée sur mon IndyCar à fond et en fait, je voyais Mathieu qui me regardait. Ouais, mais ça serait génial. Hein. Mais il y avait eu le pilote Williams, j'oublie son nom, il y a 2-3 ans. Mais bon, oui, il manque vraiment le pilote américain. Maintenant, on a les écuries. Il y a 3 courses. 3 belles courses. Non, mais et puis vous verrez. Ne faisons pas passer la Formule 1 aux États-Unis pour non. parce qu'elle n'est pas. C'est quand même très suivi. Non, c'est quand même très suivi. Très suivi par les femmes aux États-Unis. Ça fait un carton aux États-Unis maintenant. Ouais, et puis chez les femmes. Je peux vous le garantir que Cadillac est très doué pour la communication et le marketing. Quand on voit tout ce qu'ils ont développé sur une Times Square, etc., il y avait quand même énormément de choses pour le lancement du team, la livrée, etc. Je pense que quand il va y avoir les 3 courses, forcément, ils vont avoir un marketing de dingue. Et le fait d'avoir, comme vous l'avez dit, Cadillac qui est arrivé, ça va apporter encore plus d'engouement. Donc, à voir dans les prochaines années. Mais c'est vrai que il y a eu quelques années, quand vous parliez avec des Américains, on nous disait clairement le terme bullshit. Voilà. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, attention. Les mots sont dits, mais il faut dire c'est vrai que mais après, c'est comme ça. Tu survives aux États-Unis, ça. Évidemment. Bon, on aura l'occasion de reparler d'IndyCar. Tout à fait, oui. Dans la saison, en tout cas, les 500 d'Indianapolis, ils sont évidemment cochés tout à fait. dans le calendrier. Et à noter d'y revenir. Tu disais, Marianne ? Ah, pardon, oui. À noter la prochaine course, donc le week-end prochain, c'est un nouveau circuit au calendrier. On est sur un circuit urbain au Texas, Arlington. Donc à voir ce que ça va donner, justement. Eh bien, pourquoi pas, on aura l'occasion de suivre. Alors, on n'en parlera pas la semaine prochaine d'IndyCar, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu ce week-end. On va parler un petit peu de WRC la semaine prochaine. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, le rallye WRC, qui sera au Kenya le week-end qui arrive. Donc, on aura le temps de se débriefer ça un petit peu. Ce petit WRC du côté du Kenya. Merci Marianne. Merci Mathieu. Merci Seb. Pour aujourd'hui. On a bien débattu là sur ce premier Grand Prix de la saison. C'était cool. Merci. Mais attention, ça revient très vite puisqu'il y a un Grand Prix du côté de la Chine le week-end prochain. Donc on aura le temps la semaine prochaine de se refaire un petit numéro et de se trouver quelques petits débats sympas. Oui, il va y en avoir, je pense. Moi, j'ai hâte de voir si nos pronostics sont. Vous avez rappelé le scénario au final, là. Ce petit championnat. Ça va se titiller un petit peu sur le groupe de conversation WhatsApp. C'est ça. pendant toute la semaine. On a hâte en tout cas de vous retrouver la semaine prochaine. Merci à tout le monde sur le chat d'avoir participé à cette émission. C'est un vrai plaisir de pouvoir interagir avec vous, que vous puissiez interagir avec nous sur cette émission et prendre part à tout ça, de pouvoir avoir vos réactions, vous
donne rendez-vous nombreux la semaine prochaine, également en replay. N'hésitez pas à venir regarder tout ça sur YouTube, sur la plateforme TV Monaco, à nous retrouver en replay aussi déjà dès le lundi soir à 22h30 sur TV Monaco, sur la chaîne. Et puis voilà, on va se retrouver la semaine prochaine. On dit merci à Quentin qui est derrière nous à la réalisation et à l'édition. Merci à tout le monde, à toutes les équipes, aux lumières, à la réal. Un grand merci aussi évidemment à Marion qui nous prépare toutes les infographies pour ce programme. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer le Grand Prix de Chine. Allez, ciao les amis.